Une fois que l'on comprend les mécanismes de la fabrication occidentale du noir, nous avons deux choix. Soit accepter cet état de fait tel une fatalité et perpétuer notre situation, ou casser la matrice, prendre notre destin en main, changer notre sort et occuper la place qui nous revient. Il n'en tient qu'à nous. Nous sommes les premiers peuples de la terre. Nos richesses ont jusque-là profité aux autres et pas à nous. Conscientisons-nous, indignons-nous, révoltons-nous, brisons la matrice qui nous a fabriqués, révolutionnons le système qui a fait de nous les damnés de la terre. Nous le devons à nos ancêtres, à nous-mêmes et à nos enfants. Jean Fils-Aimé, Être noir, une fabrication occidentale, comment détruire la matrice, automne 2021, page 239. Bonjour le monde, bonjour mesdames, bonjour messieurs, bienvenue à cette autre édition de l'émission Lumière sur le monde. Content de vous accueillir à cette nouvelle édition. Eh bien, ce matin encore, nous allons consacrer l'émission d'aujourd'hui à une analyse de ce qui se fait en Ukraine. Au fait, je ne vais pas vous conduire sur le front de la guerre. Ce qui va faire l'objet de notre émission d'aujourd'hui, c'est plutôt où se trouvent nos intérêts. Est-ce que dans ce qui se passe en Ukraine, nous devons être pro-américains ou est-ce que nous devons être pro-russes ? Au fait, si nous pensions pouvoir jouer la carte de la neutralité, les Occidentaux viennent de nous bousculer, je vais vous en parler tout à l'heure, en nous forçant à identifier notre camp, en nous forçant à prendre parti. Pas nécessairement pour aller en Ukraine comme soldats, mais les Occidentaux nous obligent à avoir cette réflexion, à savoir, est-ce que nos intérêts sont mieux servis en soutenant, ne fût-ce que moralement, les Russes, ou est-ce que nos intérêts sont mieux servis en soutenant, n'est-ce pas, le bloc occidental? En réalité, même la neutralité est une position. Je vous dirai, n'est-ce pas, ce qui nous oblige à identifier clairement, n'est-ce pas, dans quel camp nos intérêts sont mieux servis. Et comme j'aime à le dire, c'est vrai que de temps en temps, certaines nations peuvent exprimer de l'amitié pour une autre nation. Par intégrité intellectuelle, nous devons reconnaître que, n'est-ce pas, Cuba est généralement une nation très généreuse vis-à-vis des autres. Cuba va dépêcher ses médecins dans des pays qui n'en ont pas. Lorsqu'il y a une crise sanitaire comme la pandémie par laquelle, n'est-ce pas, nous passons, eh bien Cuba a été le premier pays à dépêcher ses médecins dans des pays qui avaient des difficultés. Et nous autres, n'est-ce pas, haïtiens, nous bénéficions de la générosité médicale de Cuba. Le Venezuela aussi nous a montré de l'amitié par son programme Petro-Caribé, programme grâce auquel, eh bien, il nous a vendu du pétrole à des prix dérisoires, même si les dirigeants haïtiens, n'est-ce pas, ont littéralement détourné ces fonds à des fins personnelles. Mais Haïti aussi, tenez, par intégrité intellectuelle toujours, a montré de l'amitié vis-à-vis des peuples qui étaient sous le joug de l'esclavage au début de son histoire. Lorsque nous avons conquis notre indépendance, n'est-ce pas, en 1804, nous avons consacré, n'est-ce pas, des sommes, des fonds et des ressources humaines à soutenir la lutte d'autres peuples qui étaient encore sous le joug de l'esclavage. Et on l'a fait par amitié. Mais ça ne change rien au fait qu'en général, les nations orientent leur politique étrangère en fonction de leurs intérêts. Eh bien, puisque tel est l'adage, puisque telle est la réalité,
je voudrais vous aider aujourd'hui, à travers l'émission, à identifier nos intérêts, de manière à réorienter notre politique étrangère dans ce qui se fait là. Au fait, ce sont deux camps qui s'affrontent. Le bloc de Shanghai, les Russes, les Chinois, les Turcs et le bloc occidental avec les États-Unis en tête, suivi des Européens. Et même là encore, les intérêts des Européens ne sont pas tout à fait les mêmes que les intérêts des Américains. Nous en parlerons tout à l'heure. Mais au terme de l'émission, notre position doit être claire quant à savoir où se trouvent nos intérêts, ou plutôt par quel camp nos intérêts seront mieux servis. J'espère que vous serez tout à fait éveillés, j'espère que vous serez attentifs à ce qui va se dire sur la chaîne aujourd'hui. Pour ce faire, vous connaissez le rituel. Offrez-vous une bonne tasse de thé, une bonne tasse de café ou de chocolat chaud, bref, tout ce qui est de nature à vous garder éveillés, car ce matin encore, nous allons nous dire les vraies affaires. À tout à l'heure. Je voudrais vous inviter à vous abonner à cette page et à recruter d'autres gens qui vont s'abonner. Pour quelle raison? Parce que c'est une chaîne qui est consacrée à la dézombification du peuple noir. Vous savez, en ma qualité de théologien, d'historien et d'expert en management public, je décide de mettre toute mon énergie et toute l'équipe qui travaille avec moi décide aussi de mettre toute son énergie à la dézombification du peuple noir. L'émission s'appelle Lumière sur le monde. Eh bien, cette lumière, ce n'est pas moi. Cette lumière, c'est le travail que nous faisons ensemble. Lorsque tout à coup, on réalise qu'on nous a roulé dans la farine, on réalise qu'on nous a trompés pendant, n'est-ce pas, des siècles, et que tout à coup, nous prenons conscience de nos ressources, nous prenons conscience de notre identité, et ayant pris conscience de tout cela, nous prenons la décision de partager ce que nous sommes, ce que nous comprenons avec les autres. Donc, nous avons besoin d'avoir une masse critique d'hommes et de femmes noirs réveillés qui vont changer, n'est-ce pas, leur pays respectif pour la gloire de nos ancêtres. Nos ancêtres méritent cela. Ils se sont sacrifiés pour nous et c'est à nous aujourd'hui de prendre le relais. Comment on le fait? On le fait en se dézombifiant et en dézombifiant les autres. Je vous invite donc à liker ce qui se fait sur cette chaîne, à le sharer, à le partager avec les autres, à vous abonner et si vous l'avez fait déjà, à recruter d'autres qui vont s'abonner. On est ensemble, on garde le moral car tant que va le moral, tout va. Eh bien, la question est claire. Nous l'avons lancée avant la pause. Par quel camp? Est-ce le camp occidental ou le camp du bloc de Shanghai? Nos intérêts sont-ils mieux servis? Au fait, au terme de l'émission, vous aurez bien identifié les enjeux et vous comprendrez aussi que nos intérêts sont mieux servis par tel camp plutôt que par tel autre camp. Le but de l'émission, c'est que vous compreniez en tant que peuple noir que vous avez aussi des intérêts à défendre. Fini le temps où vous devez suivre les autres comme des moutons de Panurge. Fini le temps où vous devez suivre les autres aveuglément sans vous poser des questions à savoir mais par quel camp mes intérêts seront mieux servis. Eh bien, je vais répondre à cette question en commençant par une nouvelle. Vous vous souvenez quand cette opération militaire spéciale des Russes, c'est le vocabulaire des Russes, mais appelons un chat, lorsque cette guerre a éclaté voilà un peu plus d'un mois, à la fin du mois de février, dès le lendemain, nous vous avions présenté une émission live par laquelle je vous avais prédit que les puissances occidentales, les États-Unis, les Français, les pays tuteurs, comme je les appelle, allaient exercer
une forte pression sur les pays africains pour les obliger à prendre position pour eux. Vous vous souvenez, si vous retournez à cette émission que j'ai présentée live il y a 4 vendredis de cela, eh bien j'ai dit texto, en général, eh bien les pays occidentaux ne nous laissent pas, n'est-ce pas, le choix de nos propres intérêts. Ils disent, voici où se trouvent nos intérêts à nous les Occidentaux et nous décidons que vous devez nous suivre. Et si vous ne nous suivez pas, vous serez tout simplement punis. N'avons-nous pas vu, entre autres, à la Seconde Guerre mondiale, les nations occidentales, n'est-ce pas, les Français, les Américains, entre autres, les Anglais, obliger des Noirs à se battre dans leur camp comme si leur guerre à eux était notre guerre. Et déjà, c'est une affaire très pompeuse que de dire Première ou Deuxième Guerre mondiale, c'était essentiellement, n'est-ce pas, une guerre d'Européens dans laquelle on nous a embarqués de force. Mais là, vous me direz, nous étions dans les années 40 et à partir des années 50 et plus sûrement dans les années 60, n'y a-t-il pas eu la décolonisation? C'est-à-dire, est-ce que les nations européennes ne se sont pas retirées de nos pays d'afro-descendants? Est-ce qu'elles ne se sont pas retirées de nos pays de noirs pour nous laisser libre cours, pour nous laisser, n'est-ce pas, la pleine maîtrise de notre destin? Si telle est votre conviction, permettez que je vous dise tout de suite que vous êtes naïf, car aujourd'hui encore, nous nous battons pour avoir la pleine maîtrise de nos ressources, pour avoir la pleine maîtrise de notre destin. Eh bien, conformément à ce que je vous avais prédit lors de ce live que j'ai présenté il y a un mois, figurez-vous que le 22 mars dernier, environ un mois après le déclenchement de cette guerre, environ un mois après que les Nations Unies ont tenu un vote à l'Assemblée générale pour condamner, n'est-ce pas, ce que les puissances occidentales appellent l'agression russe en Ukraine, il faut relativiser cela. J'ai écrit un article dans lequel j'ai dit, mais qui agresse qui? S'il y a agression, c'est une agression qui a d'abord été initiée par les Américains, agression que les puissances européennes ont suivie parce que beaucoup d'entre elles font partie, n'est-ce pas, de l'OTAN. Et donc, les Russes ne font que riposter à une série d'agressions que les Américains ont mises en place depuis la chute du mur de Berlin, c'est-à-dire depuis essentiellement, n'est-ce pas, les années 90-91, en sorte que s'il y a agression, c'est d'abord une agression occidentale. Mais tel n'est pas le propos de l'émission. Donc je vous ai dit que environ 2 jours après le déclenchement de cette guerre, eh bien, il y a eu à l'Assemblée générale des Nations Unies un vote qui avait pour objet de condamner l'agression russe, n'est-ce pas, en Ukraine. Si nous étions encore dans les années 40, si nous étions encore, n'est-ce pas, dans les années 60, 70 et même au début des années 2000, il fallait s'attendre à ce que toutes les nations africaines, à ce que tous les États africains votent dans le sens de la France ou dans le sens des États-Unis. Mais, à ma grande et heureuse surprise, eh bien, lors de ce vote tenu à l'Assemblée générale des Nations Unies portant sur la condamnation de l'agression russe en Ukraine, eh bien, il y a eu 35 abstentions. Mais déjà, quand on parle de l'isolement des Russes, c'est de l'exagération. Quand on parle n'est-ce pas, de l'isolement des Russes, il y a clairement une enflure langagière car lors de ce vote, il y a eu quand même 35 abstentions. Et parmi les pays les plus populeux, d'abord, l'Inde s'est abstenue, la Chine, il fallait s'y attendre, n'est-ce pas, s'est abstenue, l'Afrique du Sud, n'est-ce pas, s'est abstenue, mais mieux. Et c'est ce qui nous concerne ce matin. Parmi ces 35 abstentions, il y a eu 17 États africains. Et ça, je vous le dis, du point de vue de la géopolitique, c'est un coup de tonnerre dans un ciel bleu.
Après ce vote, j'ai suivi la réaction, n'est-ce pas, d'anciens premiers ministres français, d'anciens ministres des Affaires étrangères de la France, entre autres, n'est-ce pas, Dominique de Villepin, qui fut tour à tour, n'est-ce pas, ancien ministre des Affaires étrangères de la France, et plus tard, n'est-ce pas, Premier ministre. Il a dit comment un pays comme le Sénégal peut-il ne pas voter dans le sens de la France? Il y a un signal à capter. Effectivement, il y a un signal à capter du point de vue de la géopolitique internationale. Il y a un signal à capter du point de vue du nouvel ordre, n'est-ce pas, que cette guerre en Ukraine est en train de dessiner pour nous. Voilà pourquoi il ne faut pas avoir le nez collé, n'est-ce pas, au front de la guerre. Il faut s'élever au-delà du théâtre pour voir ce qui est en train de se dessiner dans le monde de manière à réorienter notre politique étrangère en tant qu'afro-descendants, en tant que peuple noir. C'est quand même 17 États africains qui ont choisi de s'abstenir. Parmi eux, le Congo-Brazzaville, le Madagascar, le Mali, le Sénégal, le Soudan, l'Algérie, l'Éthiopie. J'ai déjà parlé de l'Afrique du Sud. Qui aurait pu imaginer que le Sénégal aurait choisi de s'abstenir? Et notez qu'une abstention, les amis, c'est une prise de position. Qui aurait pu s'imaginer il y a quelques années que le Mali, n'est-ce pas, ne voterait pas dans le sens de la France? Eh bien, c'est ce qui s'est passé. Les États africains, et je les félicite pour cela, ont choisi de s'abstenir en se disant ce que nous disons dans le délicieux créole haïtien, « ça fait cabrit, pas ça fait mouton ». Ça veut dire les intérêts de la chèvre ne sont pas nécessairement les intérêts du mouton. Ça fait cabrit, pas ça fait mouton. Donc, les moutons ont leurs propres intérêts, les chèvres ont leurs propres intérêts, et de temps en temps dans la vie, il faut se dire « mon intérêt à moi est mieux servi par une abstention plutôt que de suivre, je l'ai déjà dit, comme des moutons de panurge, n'est-ce pas, la position de la France ou la position des États-Unis. » Waouh! Mais je savais aussi que les pays occidentaux n'accepteraient pas que les États africains s'abstiennent de voter pour eux. Car s'abstenir de voter pour les Occidentaux peut être décodé comme un vote pro-russe. Car jusque-là, on votait clairement pour les États-Unis, on votait clairement pour la France, on votait clairement, n'est-ce pas, pour la Belgique. Mais là, les États africains, avec de nouveaux leaders, je les félicite, les Goïta, pour ne citer que lui, les archanges, n'est-ce pas, au Burkina Faso, comprennent que, oups, il faut s'abstenir quand nos intérêts ne sont pas clairement bien servis en suivant aveuglément les Occidentaux. Mais ce qui m'intéresse et qui doit contribuer à nous ouvrir les yeux, c'est la réaction, les amis, de l'Union européenne. Imaginez, les amis, que à la suite de ce vote dans lequel les Nations Unies ont cherché à condamner l'entrée en guerre des Russes, eh bien, le 22 mars dernier, le haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères, Joseph Borrell, a annoncé que l'Union européenne allait punir les États africains qui se sont abstenus de condamner l'agression russe, rien de moins. Non seulement Joseph Borrell a annoncé, c'est le ministre des Affaires étrangères, c'est le haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères, qui a clairement annoncé que l'Union européenne allait punir les États africains qui se sont abstenus de condamner ce que eux, les Européens, appellent l'agression russe. Donc, ils vont punir les États africains. Mais pire, il y avait, n'est-ce pas, cette femme qui ose, au nom de l'Union européenne, se poser la question, n'est-ce pas, la présidente de la Commission européenne, Madame Ursula von der Leyen, qui ose poser cette question insultante pour nous, les peuples noirs. Écoutez sa question, mais de quel droit l'Afrique pense-t-elle par elle-même? Est-ce que vous entendez la question de cette femme?
la présidente de la Commission européenne, Madame Ursula von der Leyen, surprise de l'abstention des États africains dans cette affaire que eux, les Européens, appellent l'agression russe, mais qui n'en est rien, Madame a osé poser publiquement cette question à l'Assemblée générale des Nations unies. Mais de quel droit l'Afrique pense-t-elle par elle-même? Depuis quand l'Afrique pensait-elle par elle-même? Et surtout, qui lui reconnaît à l'Afrique le droit de penser par elle-même? Et je vous ai déjà dit qu'à la suite de sa déclaration, Joseph Borrell a annoncé que l'Union européenne allait punir les États africains qui n'ont pas clairement pris position pour les Occidentaux. Vous notez quelque chose? C'est ce que j'appelle l'atavisme colonial. L'occidental se croit supérieur aux autres. C'est lui le vrai blanc. Vous notez que dans la tête d'un occidental, dans la tête d'un Américain, dans la tête d'un Européen, même Vladimir Poutine n'est pas un vrai blanc. Pour eux, Vladimir Poutine, c'est un slave. Et c'est du mot slave, n'est-ce pas, que dérive le mot esclave. Donc pour eux, Poutine n'est pas tout à fait comme eux. Poutine n'a pas atteint le même niveau de supériorité ontologique qu'eux. Et donc Poutine, c'est un sauvage, c'est un boucher. Il faut commencer à se poser la question, à savoir est-ce que Joe Biden n'est pas sénile? Quand le président des États-Unis, les États-Unis d'Amérique, qui ont saccagé le monde entier, les États-Unis d'Amérique qui ont pillé le monde entier, les États-Unis d'Amérique qui ont massacré plus de 200 millions d'autochtones en moins de 100 ans de leur histoire, quand c'est le président des États-Unis qui, n'est-ce pas, taxe le président russe de boucherie, quand c'est le président des États-Unis qui appelle quelqu'un d'autre un boucher, c'est l'hôpital qui se moque d'hospitalité. Il faut se poser deux questions, à savoir, est-ce que Joe Biden n'est pas sénile? Et s'il n'est pas sénile, est-ce qu'il n'est pas, n'est-ce pas, est-ce qu'il ne s'était pas drogué ce jour-là? Car il n'y a personne de sain d'esprit qui puisse s'imaginer qu'un jour, les États-Unis allaient traiter un chef d'État d'une autre nation de boucher, car il n'y a pas plus boucher que les Américains. Il n'y a pas plus sauvage que les Américains. Et si vous en avez encore des doutes, je vous réfère, n'est-ce pas, à ce film documentaire de notre compatriote Raoul Peck, n'est-ce pas, Éliminer tous les brutes. Et donc, c'est un film qui est consacré, entre autres, à l'histoire du massacre, à l'histoire du génocide que les États-Unis ont mis en place au début de leur histoire. Génocide, n'est-ce pas, des Autochtones, génocide des Noirs. Donc, il n'y a pas plus bouché que les Américains, il n'y a pas pire bouché non plus que l'État américain. Et que d'entendre Joe Biden, n'est-ce pas, taxer de boucherie Vladimir Poutine ou le traiter de boucher, eh bien, à défaut de rire, il fallait tout simplement fermer son poste de télévision. Alors, l'Union européenne commence déjà à mettre sa menace à exécution puisque désormais on dit qu'on va couper, n'est-ce pas, l'aide militaire qui était consacrée au Mali, on va couper l'aide militaire qui était consacrée à des pays comme le Sénégal. Pour quelle raison? Parce que les pays africains n'ont pas le droit de penser par eux-mêmes. Si les pays occidentaux se fâchent du fait que nous nous sommes abstenus de voter pour eux, eh bien, c'est que nos intérêts sont effectivement mieux servis en suivant le bloc de Shanghai. Parlons peu, mais parlons vrai. Dites-moi, quels sont les avantages que les pays africains, quels sont les avantages que les pays d'afro-descendants, quel avantage Haïti a-t-il retiré du fait d'avoir voté jusque-là dans le sens des Américains? Et ne pensons pas que c'était toujours, n'est-ce pas, des votes volontaires. Parfois, les Américains s'imposent et nous imposent, n'est-ce pas, leur vote. C'était le cas lors de la Première Grande Guerre. Lors de la Première Grande Guerre, nous sommes sous l'occupation américaine.
Et malgré le fait que nous sommes sous l'occupation américaine, nous avions un Parlement qui avait quand même, n'est-ce pas, des réflexes nationalistes, qui avait quand même des réflexes indépendantistes ou des réflexes autonomistes. Les Américains ont demandé clairement au président haïtien d'alors, le président Sudre d'Artignave de mémoire, les Américains ont demandé au président d'Artignave de déclarer la guerre, n'est-ce pas, à l'Allemagne. Et là, le président haïtien a hésité. Il a dit, écoutez, mais ça ne relève pas que de moi. Je ne peux pas décider par un simple décret présidentiel de déclarer la guerre à l'Allemagne. Et vous notez que Haïti, en ce moment-là, est sous occupation américaine, n'est-ce pas, depuis 1915, et cela va durer jusqu'en 1934. Donc, nous sommes autour de 1917, n'est-ce pas, la guerre bat son plein en Europe, et les Américains disent au président haïtien, nous voulons que vous déclariez la guerre, n'est-ce pas, à l'Allemagne, entrant ainsi dans la guerre des Européens. Et là, le président d'Artignave a soumis la question au Parlement haïtien et le Parlement haïtien a clairement dit non aux Américains. Nous ne voulons pas autoriser notre président à déclarer la guerre, n'est-ce pas, aux puissances européennes. De toute manière, ce n'est pas de nos affaires. Savez-vous quelle a été la réaction des Américains? Je vous le donne en mille. Puisque nous étions sous occupation américaine, les Américains ont dépêché leurs militaires dans notre Parlement. Ils ont souillé, n'est-ce pas, le parvis de notre Parlement. Ils ont renvoyé les parlementaires. Ils ont tout simplement supprimé notre Parlement et ont remplacé le Parlement des élus du peuple par ce qu'eux appellent un Conseil d'État. Et qui trouvait-on au sein du Conseil d'État? Des gens que eux-mêmes, les Américains, avaient choisis et qui étaient serviles à leur cause. Et conséquemment, après que eux, les Américains, ont renvoyé, n'est-ce pas, notre Parlement, Haïti, il fallait s'y attendre à déclarer la guerre à l'Allemagne en 1917. Malheureusement, c'est depuis ce temps les pas des Américains que nous suivons. Mais je vous pose la question, quel intérêt véritable, quel avantage retirons-nous du fait de suivre les Américains aveuglément? Moi, je continue de poser la question, dites-moi, quels avantages retirons-nous en tant que pays? Quels avantages, n'est-ce pas, retirons-nous? De quoi bénéficions-nous véritablement en tant que nation, j'entends, depuis que nous nous sommes alignés sur la position des Américains? J'attends encore la réponse. Mais je pose une question beaucoup plus large. Quels sont les avantages véritables, des avantages collectifs que les pays africains retirent du fait qu'ils ont toujours suivi la France? Plutôt que de recevoir des avantages des Américains ou des Français, ce que nous avons récolté, c'est des coups d'État, c'est de l'instabilité, c'est de la corruption, c'est des chefs d'État qui sont placés là sans un mandat populaire véritable. Et lorsque, n'est-ce pas, vous avez un président qui se pique de nationalisme et qui veut suivre un agenda proprement national, les États-Unis ou la France, n'est-ce pas, assassinent ce président, provoquant ainsi une instabilité dans notre pays. Donc, si vous vous posiez jusque-là la question à savoir, mais par quel camp vos intérêts, par quel camp nos intérêts en tant qu'afro-descendants, par quel camp nos intérêts en tant que peuple noir sont mieux servis? Eh bien, les Européens, les Occidentaux viennent de nous dire, vous n'avez même pas besoin de poser la question, nous voulons que vous votiez pour nous car nos intérêts à nous consistent à isoler la Russie. Je vais vous indiquer une voie de sagesse. Quand vous voulez savoir où se trouvent vos intérêts en tant qu'afro-descendants, quand vous voulez savoir où se trouvent vos intérêts en tant que peuples africains, posez-vous la question inverse. Que veulent les Occidentaux pour nous? Si les Occidentaux veulent que vous votiez pour eux, sachez que vos intérêts véritables se trouvent dans le camp adverse. Et donc, ils ont résolu pour nous le problème. Parce que les Américains ne veulent jamais notre bien.
Les Occidentaux ne veulent jamais notre bien, ils veulent leur bien à eux. Quand les Américains demandent aux Haïtiens de voter dans tel sens, eh bien, les Haïtiens devraient être suffisamment matures pour dire si les Américains veulent qu'on vote dans tel sens, c'est que nos intérêts véritables se trouvent dans le sens contraire. Quand les Occidentaux demandent aux pays africains de voter pour eux, eh bien, ils devraient tout de suite avoir la maturité, à savoir s'ils veulent que nous votions dans tel sens, nos intérêts véritables se trouvent dans le sens contraire. Quand vous suivez le comportement des Russes, quand vous suivez le comportement des Chinois au niveau des affaires, au niveau de la business, regardez bien la méthodologie de travail des Chinois. Regardez bien le mode de fonctionnement des Russes avec les pays africains. Au fait, nous avons un bien meilleur traitement avec les Russes. Nous avions un bien meilleur traitement avec les Chinois que nous n'en avons avec les Français ou avec les Américains. Depuis tout le temps qu'Haïti se trouve sous la griffe des Américains, quels avantages véritables retirons-nous? Essayons de comparer rapidement, n'est-ce pas, les investissements que les Américains font en République dominicaine et regardons ce qu'ils ne font pas en Haïti. Regardons, n'est-ce pas, comment ils soutiennent, n'est-ce pas, l'État dominicain à la façon dont ils traitent Haïti comme une véritable poubelle à ciel ouvert. Eh bien, il n'est pas difficile pour nous de dire que nos intérêts seront mieux servis en détournant le regard des Américains, en opérant un virage vers le bloc de Shanghai. C'est ce que je soutiens, c'est ce que je défends dimanche après dimanche, n'est-ce pas, sur cette chaîne. Fini la colonie, fini, n'est-ce pas, la néocolonisation. Nous devons prendre notre destin en main. Et prendre notre destin en main signifie justement nous détourner de la politique étrangère des Occidentaux, nous détourner de la politique étrangère des Américains et des Français pour choisir notre propre voie. Et quand je regarde les deux choix qui sont devant moi, quand je regarde les deux choix qui me sont offerts, à l'évidence, on gagnerait à faire des affaires avec des Russes, on gagnerait à continuer pour certains pays africains à faire des affaires avec les Chinois plutôt que de rester, n'est-ce pas, yeux bandés, les yeux bandés, dis-je, dans le camp des Occidentaux. J'ai suivi une fois une conférence de presse que Vladimir Poutine offrait. Alors ne vous posez plus la question, pour moi je suis clairement pro-russe, hein. Je ne veux pas que vous ayez des doutes là-dessus. N'est-ce pas? Une fois, j'ai suivi une conférence de presse de Vladimir Poutine sur la manière dont les Américains traitent les peuples africains et ce que lui propose. Il dit, moi, je propose de faire des affaires autrement. Non seulement je vous propose de faire des affaires autrement, donc vous allez gagner si vous confiez l'exploitation de vos ressources à des compagnies russes, donc on va vous offrir plus d'avantages. Mais on va aussi veiller à ce qu'il y ait un véritable transfert de compétences. Or, jusque-là, qu'est-ce qui se passe? Les fameux accords secrets que la France a entrés dans la gorge des États africains sous De Gaulle. Qu'est-ce que ça donne? C'est que les sous-sols des États africains appartiennent aux Français. Jusque-là, les États africains devaient prendre, n'est-ce pas, automatiquement position pour les Français en cas de conflit, alors que les Russes proposent autre chose. Au fait, maîtriser notre destin signifie, n'est-ce pas, faire alliance avec qui on veut. On a déjà goûté à l'alliance avec les Français. On a déjà, nous, en tant qu'Haïtiens, goûté à l'alliance avec les Américains. Cela nous a foutus dans la merde, selon l'expression de Donald Trump. Le président des États-Unis n'avait-il pas dit avec candeur que les pays de Noirs sont des pays de merde? Et lorsque nous avons voulu protester, n'est-ce pas, à l'Assemblée générale des Nations unies, la représentante des États-Unis aux Nations unies d'alors a menacé les pays africains en leur disant « Si vous osez voter contre nous pour condamner la déclaration du président, n'est-ce pas, Donald Trump, nous allons sévir contre vous, nous allons vous punir, nous allons couper les aides que nous vous offrons. » Alors, quand vous n'avez même pas le droit de protester contre une déclaration insultante que le président des États-Unis a faite contre vous, alors dites-moi, où se trouvent vos intérêts? Voilà pourquoi nous devons prendre le temps de féliciter
des chefs d'État comme, n'est-ce pas, le colonel Goïta, qui non seulement a tourné le dos à la France, s'est rapproché des Russes, et qui, malgré, n'est-ce pas, les protestations de l'Union européenne, malgré les menaces, n'est-ce pas, des Occidentaux, s'en tient à sa position initiale. Nos intérêts en tant que Maliens sont mieux servis en nous rapprochant, n'est-ce pas, du bloc de Shanghai. Et c'est ce que je crois aussi pour les Haïtiens. Citez-moi une seule, n'est-ce pas, institution. Citez-moi un seul avantage, un seul progrès notable, n'est-ce pas, que nous avons du fait de nous rapprocher des États-Unis? Aucun. Au contraire, les États-Unis nous piquent nos meilleurs cerveaux. Au contraire, les États-Unis nous piquent nos ressources humaines. Au contraire, les États-Unis nous ont transformés, n'est-ce pas, en une véritable poubelle à air ouverte parce que les Américains veulent faire par les Haïtiens la démonstration que les Noirs sont incapables d'autodétermination. Ils sont incapables, n'est-ce pas, d'autogestion. Alors, où se trouvent nos intérêts dans cette affaire? L'Union européenne vient de nous indiquer la voie. Nos intérêts à nous, les Européens, c'est d'isoler les Russes et on ne vous reconnaît pas le droit à vous, les Africains, de choisir votre camp. Alors vous allez faire quoi? On va leur dire le mot de Cambronne. Puisque vous décidez pour nous, eh bien ce que vous nous demandez ne correspond pas à nos intérêts. Nous allons faire justement le contraire. Nouveau, bonne nouvelle, toutes les émissions Lumière sur le Monde se trouvent désormais en mode podcast. Cela veut dire que vous pouvez continuer à vaquer à vos occupations tandis que vous nous écoutez, où que vous soyez, dans votre voiture, à l'épicerie, au travail, en faisant vos courses ou à la maison. Toutes les émissions Lumière sur le Monde en français et en créole sont en mode podcast. Vous les trouverez sur Apple Podcast, Spotify, Podcast Index, Google Podcast, Amazon Music, Stitcher et les autres. Nous sommes partout en mode podcast. Il n'en tient qu'à vous. Nouveau, bonne nouvelle, Lumière sur le Monde est en podcast. Et regardez l'insulte des Occidentaux vis-à-vis de nous, les Noirs. Regardez l'insulte des Européens, des Américains vis-à-vis des Afro-descendants ou des Africains ou des Haïtiens. Ils disent qu'ils sanctionnent les Russes pour quelle raison? Notez bien leur rhétorique, au nom de l'autodétermination des peuples. Ils prétendent que les Russes envahissent l'Ukraine parce que les Ukrainiens voudraient faire partie de l'OTAN, tandis que les Russes s'y opposeraient. Ils prétendent que les Russes envahissent l'Ukraine parce que les Ukrainiens veulent démocratiquement entrer dans l'Union européenne, tandis que les Russes s'y opposeraient. Donc, vous notez leur expression, l'autodétermination des peuples. Les Ukrainiens, n'est-ce pas, c'est ce qu'ils nous donnent à avaler, n'est-ce pas, sont capables de choisir par eux-mêmes leur voie. Fine, très bien. Alors, vous avez l'Ukraine qui est un seul pays qui aurait décidé de faire partie de l'OTAN. C'est faux, c'est les États-Unis qui veulent cela. Vous avez l'Ukraine qui aurait décidé de faire partie de l'Union européenne au nom de l'autodétermination des peuples. Et vous refusez au plus grand continent, vous refusez, n'est-ce pas, aux États africains de choisir par eux-mêmes leur camp, en sorte que vous les menacez de sanctions s'ils ne votent pas pour vous. Mais bon Dieu, est-ce que vous ne voyez pas la contradiction? Les Occidentaux sont à ce point arrogants, ils sont à ce point, n'est-ce pas, pour ainsi dire, remplis d'eux-mêmes qu'ils pensent qu'ils sont les seuls intelligents et que personne ne voit clair à leur jeu. Si d'une part vous dites que vous allez défendre l'Ukraine au nom de l'autodétermination des peuples, donc l'Ukraine a le droit de choisir son camp, vous ne reconnaissez pas aux États africains le droit de choisir leur camp. Les États-Unis d'Amérique ne reconnaissent pas à Haïti le droit de choisir son camp.
Je vous ai dit, le jour même de l'assassinat de Jovenel Moïse, le 7 juillet dernier, qu'il a été assassiné, entre autres, parce qu'il s'est rapproché du bloc de Shanghai, parce qu'il a osé recevoir, n'est-ce pas, les lettres de créance de l'ambassadeur de la Fédération russe. Il a été assassiné, entre autres, pour cela. Alors, est-ce que nous, les Noirs, nous ne sommes pas des humains aussi ? Ne sommes-nous pas des peuples aussi? Comment pouvez-vous défendre le principe de l'autodétermination des peuples s'agissant de l'Ukraine? Et quant à nous, les peuples africains, quant à nous, les peuples noirs, la présidente de la Commission, n'est-ce pas, européenne, a osé dire, mais qui reconnaît le droit aux pays africains de décider par eux-mêmes? De quel droit? Littéralement, l'Afrique pense-t-elle d'elle-même? Et en réaction, l'Union européenne décide de punir les États africains. Tandis que je n'ai pas arrêté de vous poser la question à savoir, mais quels avantages véritables retirons-nous du fait de nous aligner sur les États-Unis? Tenez, j'en ai un avantage. Les États-Unis nous donnent des églises. Tandis qu'ils investissent des millions, n'est-ce pas, en République dominicaine, tandis qu'ils investissent, n'est-ce pas, dans les hôtels en République dominicaine, tandis qu'ils investissent dans les mines en République dominicaine, tandis qu'ils investissent dans le sucre en République dominicaine, eh bien, à côté, en Haïti, vous savez ce que nous donnent les Américains? Des églises, des pasteurs. Chaque église a une mission américaine qui la soutient. Chaque pasteur haïtien a 2 ou 3 missionnaires américains qui le soutiennent. Résultat, nous avons un peuple zombifié. Nous avons un peuple, n'est-ce pas, qui attend le retour de Jésus. Nous avons un peuple qui attend que Jésus lui donne du travail. Nous avons un peuple qui attend que Jésus lui donne, n'est-ce pas, des docteurs. Nous avons un peuple qui attend que Jésus lui donne, n'est-ce pas, un palais en or dans le ciel. Nous avons en fait tout le bazar, des conneries. Et voilà pourquoi le peuple haïtien, n'est-ce pas, ne peut plus s'indigner. Le peuple haïtien ne peut plus se révolter. Pour quelle raison? Parce que tandis que les Américains investissent en République dominicaine, chez nous, ils donnent des églises. Plus rien ne nous révolte. Pourquoi plus rien ne nous révolte? Parce que vous avez des pasteurs qui disent, écoutez, c'est pas grave si vous n'avez pas de l'eau potable, c'est pas grave si vous n'avez pas de quoi manger, c'est pas grave si vous n'avez pas d'école, c'est pas grave si vous n'avez pas d'infrastructure, c'est pas grave si on vous kidnappe. Nous sommes rendus à ce point zombifiés que quand on kidnappe un pasteur et que la famille de ce pasteur paye des millions pour, n'est-ce pas, le libérer, dans un cas, n'est-ce pas, il y a un pasteur qui a payé $1 million pour sa libération. Dans un premier temps, il a donné 750 000 et après il a donné, n'est-ce pas, un autre 300 000. Et quand il sort de la main de ces kidnappeurs, vous savez, nous sommes à ce point zombifié que le pasteur va dire « Merci Seigneur, Jésus m'a libéré ». Mais quelle gang d'idiots, quelle gang de zombies. En fait, Jésus ne vous a libéré de rien. Dieu ne vous a libéré de rien, c'est votre argent qui vous a libéré. La preuve, c'est que si votre famille n'avait pas casqué les millions ou bien les centaines de milliers de dollars réclamés par les ravisseurs, mais vous seriez mort et Jésus ne vous ressusciterait pas. Quand c'est rendu au stade où ceux qui reviennent, n'est-ce pas, de l'otage de leurs ravisseurs vont à l'église pour dire « Béni soit l'Éternel, Dieu était là », mais si vous n'étiez pas zombie, il y a une question préalable que vous deviez vous poser. Pourquoi Jésus a-t-il attendu que vous soyez kidnappés, que votre famille, n'est-ce pas, hypothèque, n'est-ce pas, des biens pour vous libérer avant qu'il ne vous délivre? Mais où était Jésus au moment où on vous a pris, n'est-ce pas, dans la rue? Où était Jésus au moment où les ravisseurs se sont rapprochés de votre travail? Donc à la question à savoir, quels avantages retirons-nous du fait de nous aligner sur la politique américaine? L'avantage, nous avons des églises. J'ai démontré à la fois dans mon livre Vaudou, je me souviens, et plus tard, dans 200 ans de zombification, que les églises protestantes ont commencé à grandir en Haïti. Les églises protestantes ont commencé à pulluler en Haïti, précisément pendant l'époque de l'occupation américaine.
1915-1934, les Américains sont entrés en Haïti avec deux missions. La première, réduire l'influence des Allemands sur la haute finance haïtienne et réduire l'influence française, n'est-ce pas, en Haïti. Comment le faire? Eh bien, à défaut d'avoir les écoles, nous allons avoir les églises et bon Dieu qu'ils ont réussi. À chaque coin de rue, vous avez une église zombifiante. À chaque coin de rue, vous avez un pasteur zombificateur qui dit aux gens, n'est-ce pas, priez Jésus parce que Jésus va vous délivrer. Priez Jésus parce que Jésus va vous protéger contre le kidnapping. Et lorsqu'on vous kidnappe, plutôt que de dire que cette affaire de Jésus, c'est de la merde, eh bien, vous remerciez Jésus de vous avoir délivré après que votre famille a payé la rançon. Mais il faut vraiment être un imbécile pour dire ça. Il faut vraiment être malade pour dire cela. Il faut vraiment être zombie pour dire ça. Eh bien, vous savez quoi? Remercions les Américains qui nous ont donné leurs églises. Alors, quand vous me demandez quels avantages nous avons à nous aligner, n'est-ce pas, sur les Américains, je vous donne la réponse. Nous avons des églises de zombification. Nous devons identifier nos intérêts dans cette affaire qui se passe en Ukraine. Nos intérêts ne se trouvent pas dans le camp des Occidentaux. Pour moi, c'est clair. Et si vous êtes sain d'esprit, si vous ne faites pas partie du lot de ce que les églises américaines, n'est-ce pas, sont en train de zombifier en Haïti, vous deviez clairement réaliser que non, nos intérêts ne sont pas servis en nous alignant sur la politique des Américains. Mes chers amis, je voudrais vous inviter à faire un don généreux au Dr Franz Large. Dr Franz Large, c'est l'un des ophtalmologues haïtiens les plus compétents, mais mieux. C'est un ophtalmologue qui est motivé par un esprit de service, qui implante des centres de santé dans des endroits les plus reculés d'Haïti pour aider les plus pauvres, pour aider les étudiants les plus défavorisés. Or, dernièrement, il a été victime d'une intimidation orchestrée par les plus hautes autorités de l'État. Il n'a plus les machines grâce auxquelles il offrait des services de santé à ses patients. Je voudrais que nous lui soyons généreux en lui envoyant de l'argent par la maison de transfert de votre choix au numéro qui apparaît au bas de l'écran. Déjà, je vous dis merci. Soyons généreux vis-à-vis de ceux et de celles qui servent des causes nobles. Merci d'avance, en son nom et au nom de tous les enfants qu'il dessert. Continuons à nous poser la question, mais où se trouvent nos intérêts? Je vous avais dit, ce serait ça le sujet. Les Occidentaux décident d'isoler les Russes. Ils décident de punir hypocritement, car ce n'est pas vrai. Les Européens continuent de faire affaire avec les Russes, mais ils menacent de punir tout État qui continue de faire affaire avec les Russes. Mais essayons de nous imaginer. Si les Occidentaux voulaient vraiment notre bien, ils n'auraient qu'à penser au fait que la Russie, c'est le premier pays exportateur du blé. Et la diète alimentaire de beaucoup de pays africains, n'est-ce pas, est basée justement sur le blé. Vous avez l'Égypte qui dépend du blé, n'est-ce pas, russe, et d'autres États africains encore qui ont besoin du blé russe. Oh, c'est la nourriture. On ne parle pas, n'est-ce pas, de parfum ici. On ne parle pas de produits, n'est-ce pas, de luxe que continuent de vendre les Français en Russie. Hein. Ne nous trompons pas. Les industries de luxe qui se trouvent aux mains des Français continuent de brasser des affaires en Russie. Et pourtant, ils nous menacent de représailles, nous les Africains, si nous continuons de faire affaire avec les Russes. Et pourtant, qu'importons-nous de la Russie, n'est-ce pas, le blé? Le blé dont nous avons besoin pour nous nourrir, le blé dont nous avons besoin pour nourrir notre famille, le blé dont nous avons besoin pour envoyer nos enfants à l'école, ils nous menacent de représailles parce que nous refusons, n'est-ce pas, de couper court à l'importation du blé russe. Donc vous voyez qu'ils
qu'ils ne veulent pas nos intérêts. Qu'ils ne veulent pas nos intérêts. Une autre raison pour laquelle, les amis, on va se dire les vraies affaires, nos intérêts sont mieux servis dans le camp adverse, dans le camp des Russes, dans le camp des Chinois, mais c'est parce que les Occidentaux sont tout simplement des voleurs. Je vous l'ai dit au début de l'émission, jusque-là, nos ressources ont servi à l'enrichissement des pays occidentaux. Les pays occidentaux ont saccagé nos ressources, ils ont saccagé nos pays. Ils ont transformé nos pays, n'est-ce pas, en un véritable grenier qui servent à les nourrir, eux, plutôt qu'à nourrir nos populations. Nos populations meurent de faim, tandis que leur population à eux, n'est-ce pas, gaspillent, jettent de la nourriture. Mais d'où viennent toutes ces ressources de nos pays à nous? D'où viennent les matières premières grâce auxquelles les pays occidentaux, n'est-ce pas, s'industrialisent et s'enrichissent, mais justement de nos pays à nous? Alors, si vous posez la question, mais où se trouvent vos intérêts dans cette affaire? Mais sûrement pas dans le camp des Occidentaux, parce qu'ils sont des voleurs. Dès que vous voyez les Occidentaux prendre position pour quelque chose, eh bien, tout de suite réalisez qu'il y a du vol là-dedans. Pour vous aider à réfléchir, je vais vous parler d'une affaire, n'est-ce pas, qui est une méga affaire. Lorsque vous l'aurez découverte, cette affaire, mais vous allez vous dire, mais bon Dieu, pourquoi la presse n'en parle pas plus, n'est-ce pas? Eh bien, c'est l'affaire Metabiota. De quoi s'agit-il, les amis? Pour comprendre ce qu'est le scandale Metabiota, qui est le scandale du siècle. En fait, dans le langage des relations internationales, on parle alors d'un compromat. Dans compromat, vous entendez deux mots. Vous entendez le mot compromis et le mot diplomate. Eh bien, un compromat, c'est un dossier embarrassant pour, n'est-ce pas, une haute personnalité dans le monde des affaires ou bien dans le monde politique. Or, cette affaire de Metabiota, c'est un véritable compromat pour Joe Biden. Voilà pourquoi, n'est-ce pas, il essaie de brouiller les cartes, il essaie de brouiller les pistes, il essaie, n'est-ce pas, de projeter un écran de fumée pour qu'on ne comprenne pas, n'est-ce pas, ce qu'il est en train de cacher. Joe Biden est en train de cacher des choses dans ce qu'il perçoit comme enjeu véritable en Ukraine. Donc retenez bien le mot Metabiota. Metabiota, M-E-T-A-B-I-O-T-A, c'est le nom d'une entreprise américaine, une entreprise, n'est-ce pas, californienne qui, en 2014, s'est approchée du fils du président Joe Biden, alors vice-président de Barack Obama. Donc, Metabiota s'est approché, n'est-ce pas, de Hunter Biden pour lui dire, écoutez là, nous avons un laboratoire qui développe, n'est-ce pas, des maladies biologiques, qui développe des armes biologiques. Et puisque la Russie, n'est-ce pas, venait d'envahir, n'est-ce pas, la Crimée, si vous nous permettez d'entrer, n'est-ce pas, en Ukraine, nous pourrons développer des armes bactériologiques, nous pourrions développer des armes biologiques grâce auxquelles l'Ukraine va pouvoir se défendre contre les Russes. Vous entendez ça? Des armes biologiques, des produits qui vont, n'est-ce pas, susciter des maladies auprès de la population russe et des laboratoires qu'on va développer, n'est-ce pas, en Ukraine. Metabiota est une compagnie privée américaine, mais qui est en même temps, n'est-ce pas, un sous-contractant, un sous-traitant de la défense américaine. Écoutez bien. Hunter Biden, qui, en ce moment-là, siège sur le conseil d'administration d'une compagnie ukrainienne dont je vous ai parlé, n'est-ce pas, la semaine dernière, et qui fait des millions pour cela, malgré le fait qu'il ne détient aucune expertise en gestion, aucune expérience, n'est-ce pas, en management. Il introduit effectivement la compagnie américaine Metabiota auprès de l'entreprise ukrainienne sur le conseil d'administration de laquelle il siège. Et d'entrée de jeu, les amis, la compagnie ukrainienne permet de fait à la compagnie américaine, qui est sous-traitant pour le ministère de la Défense américaine, de, n'est-ce pas, s'installer en Ukraine. Wow, vous dites jusque-là, mais c'est des affaires privées.
qui ne concerne que le fils du vice-président Hunter Biden et une compagnie, n'est-ce pas, privée ukrainienne. Donc jusque-là, la compagnie Burisma étant une compagnie ukrainienne privée qui fait affaire avec la compagnie, n'est-ce pas, Metabiota, qui est une compagnie américaine privée, eh bien, il n'y a que des affaires privées. Ah oui. Vous pouvez dire cela jusqu'à ce que je vous dise qu'en 2014, justement, c'est la compagnie Biometa qui écrit au vice-président Joe Biden lui-même pour lui dire, écoutez, ce que nous sommes en train de développer en Ukraine, là, ils envoient un mémo, n'est-ce pas, à Joe Biden, alors vice-président des États-Unis, ce que nous sommes en train de développer, n'est-ce pas, en Ukraine, par l'entremise de la compagnie Burisma sur le conseil d'administration de laquelle siège votre fils, cela peut être tout à fait, n'est-ce pas, un filon pour les États-Unis, pour aider les Ukrainiens à se défendre contre, n'est-ce pas, l'agression des Russes. Et à la suite de ce mémo, écoutez bien, les États-Unis d'Amérique vont financer la compagnie Metabiota, les États-Unis d'Amérique de Barack Obama et de Joe Biden, alors vice-président, n'est-ce pas? Ils vont, les États-Unis, financer la compagnie Metabiota à hauteur de 23,9 millions de dollars pour aider Metabiota à développer des laboratoires biologiques, des laboratoires, n'est-ce pas, qui fabriquent des maladies, de manière à permettre aux Ukrainiens de se défendre contre les Russes. C'est des affaires qu'ils ne nous disent pas. Mais vous dites, docteur Fissé, mais comment savez-vous tout ça? Mais c'est que le New York Post, un journal américain, le plus vieux journal des États-Unis, puisqu'il existe, n'est-ce pas, depuis le 19e siècle, après avoir pensé que c'était un fake news, a fini par publier la chose. Pour quelle raison? Parce que en avril 2019, vous savez, quand vous êtes malchanceux, à un moment donné, n'est-ce pas, vos bêtises vous éclatent en pleine face. En avril 2019, le fils de Joe Biden, Hunter Biden, a confié son laptop, son ordinateur à un informaticien parce que son laptop ne fonctionnait pas bien. Donc, il a remis, n'est-ce pas, son laptop à un informaticien pour qu'il puisse le réparer. Et le gars, puisqu'il est un drogué, n'est-ce pas, il a remis son laptop à cet informaticien et plutôt que de revenir le chercher, il n'est pas venu. Et apparemment, dans l'entente de réparation qu'il avait signée avec cet informaticien, au-delà de certains nombres de mois, si vous ne revenez pas, eh bien, l'ordinateur appartient désormais à cette compagnie informatique. Et lorsque le mec a ouvert, n'est-ce pas, le laptop de Hunter Biden, il tombe sur toutes ces nouvelles dont je viens de vous parler, ce mémo qui a été envoyé par la compagnie Metabiota au vice-président américain, lui demandant, n'est-ce pas, une subvention pour l'aider, cette compagnie-là, à développer des armes biologiques en Ukraine. Et on a vu toute l'implication de Hunter Biden et toute l'implication de Joe Biden dans cette affaire. Et vous savez quoi? Le laptop a été confié au FBI, n'est-ce pas? La nouvelle a fuité. Dans un premier temps, on dit, écoutez, on ne va pas sortir la nouvelle parce que ça risque de faire la propagande des Russes. Mais sauf qu'à un moment donné, la vérité, c'est la vérité. Joe Biden, personnellement, les États-Unis sont impliqués dans des laboratoires de fabrication biologique en Ukraine. Donc ces affaires qu'on nous raconte, à savoir c'est l'autodétermination des peuples, foutaise tout cela. Pourquoi je vous raconte tout cela? Parce que Joe Biden a des choses à cacher. Plus cette guerre, n'est-ce pas, russo-ukrainienne dure, eh bien, moins il va devoir répondre, n'est-ce pas, à cette enquête du FBI sur son implication dans des laboratoires de fabrication d'armes biologiques. Et imaginons seulement, les amis, et ça, c'est la crainte de Joe Biden. Imaginons que cette guerre finisse aujourd'hui, qu'on revienne, n'est-ce pas, à de la business comme on en faisait autrefois, qu'on aille aux élections, n'est-ce pas, de mi-mandat en novembre, mais que Joe Biden perde le contrôle et de la Chambre basse et de la Chambre, n'est-ce pas, du Sénat. En vérité, il risque d'être impeach, il risque d'être destitué pour avoir menti aux élus américains
en disant qu'il n'en savait rien, que non seulement son fils n'était pas impliqué dans des laboratoires de fabrication biologique, que lui-même n'était même pas informé. Joe Biden a déjà dit, n'est-ce pas, aux élus du Congrès américain qu'il n'était pas au courant des affaires de son fils en Ukraine. Or, ce que l'ordinateur de son fils révèle, c'est que la compagnie Biometa avait personnellement écrit au vice-président pour lui dire, écoutez, soutenez ce que nous faisons, n'est-ce pas, en Ukraine, car cela peut être, n'est-ce pas, un mécanisme de défense pour les Ukrainiens. Et à la suite de ce mémo, les États-Unis ont soutenu, ont financé la compagnie, enfin, Meta Biota. Donc, si aux élections de mi-mandat, Joe Biden perd la Chambre des représentants et la Chambre des sénateurs, vous avez ma parole, il y aura un processus de destitution qui sera mis contre lui. Donc, la même médecine que les démocrates avaient servi au Donald Trump, on va lui servir cette médecine. Où se trouve l'intérêt de Joe Biden dans cette affaire? Il veut que cette guerre dure. Plus cette guerre dure, plus de chances s'imagine-t-il il a d'échapper à cette déculottée du mois de novembre, cette déculottée, n'est-ce pas, de mi-mandat, espérant ainsi échapper à une éventualité d'impeachment. Non, vous voyez les amis, derrière les enflures langagières, vous voyez que Joe Biden pousse. Il traite, n'est-ce pas, Vladimir Poutine de criminel de guerre, il le traite de boucher. Mais vraiment, Joe Biden? Vous qui financez un laboratoire de produits biologiques, un laboratoire de produits chimiques en Ukraine, vous traitez l'autre de boucher, mais qu'avez-vous à cacher? Et vous notez déjà que cette soi-disant unité que les pays européens et les États-Unis, en gros les pays, n'est-ce pas, de l'OTAN, affichaient, eh bien cette unité-là commence à se fissurer. Lorsque Joe Biden, la semaine dernière, a traité, n'est-ce pas, Vladimir Poutine de boucher, eh bien, Emmanuel Macron commence à dire, écoutez, ce n'est pas un terme que j'utiliserai. Hein. J'ai l'impression que Macron commence à être moins naïf vis-à-vis des Américains. Un gars qui, lorsqu'il était vice-président, finançait une entreprise américaine qui fabriquait des armes biologiques en Ukraine ne peut pas, en toute honnêteté, traiter un autre de boucher. Donc cette unité-là commence à se fissurer parce qu'on réalise que par l'enflure langagière de Joe Biden, il veut que la guerre dure. Parce que plus longtemps la guerre dure, on l'a vu, n'est-ce pas, il y a 2 semaines, cette fameuse théorie, à savoir que l'électeur va se regrouper derrière son chef en temps de guerre, moins de chances il a de se faire battre aux élections de mi-mandat. Donc quand on nous demande de soutenir les Occidentaux, n'est-ce pas, dans leur désir d'isoler les Russes, il ne s'agit pas de principe humanitaire, il ne s'agit pas de principe d'autodétermination, il s'agit de cacher quelque chose de gros. C'est le scandale, c'est le compromat, n'est-ce pas, du 21e siècle, des documents trouvés dans l'ordinateur du fils de Joe Biden qui impliquent directement Joe Biden. En terminant, c'est intéressant de revenir à l'idée de cette unité affichée entre les Américains et les Européens. Cette unité-là est en train de se lézarder, elle est en train d'être fissurée. Pour quelle raison? Parce que quand on regarde dans les détails, mais les intérêts des Européens ne sont pas nécessairement les intérêts des Américains. Que veulent les Américains? Les Américains veulent que cette guerre dure pour que Joe Biden ne perde pas la face aux élections de mi-mandat. Mais les pays qui font affaire avec les Russes n'ont pas intérêt à ce que la Russie soit isolée, n'ont pas intérêt à ce que la Russie, n'est-ce pas, soit exclue du système, n'est-ce pas, monétaire international, parce que autrement c'est eux qui vont payer. Il y a une autre nouvelle qui vous a échappé. De quoi s'agit-il? Désormais, les Russes disent, puisque vous ne me donnez pas accès au dollar, puisque vous ne me donnez pas accès au système bancaire international, vous allez devoir me payer en rouble ou en yuan. Je vous vends mon blé, je vous vends mon pétrole, je vous vends, n'est-ce pas, mon gaz naturel, vous en avez sacrément besoin pour vous réchauffer. Désormais, je ne veux plus que vous me payiez en dollars. Parce que
vous m'excluez du système du dollar international et ce système-là a favorisé les Américains. Vous savez, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, on a choisi le dollar de manière conventionnelle comme la devise commerciale parce que les Américains avaient promis qu'il donnerait, n'est-ce pas, en réserve de la circulation du dollar comme monnaie de change internationale, eh bien, son or. Or, on découvre depuis les années 70 que les États-Unis ont émis plus de dollars qu'ils n'ont d'or en réserve. Et donc, plus on se sert du dollar comme monnaie internationale, ça fait l'affaire des Américains. Et désormais, les Russes disent, vous devez me payer en rouble ou en yuan. Donc, nous sommes en train d'assister à un réalignement monétaire du monde. Dès que Vladimir Poutine a dit cela, vous avez vu, n'est-ce pas, le casse-tête des Anglais, vous avez vu, n'est-ce pas, le casse-tête des Français. Emmanuel Macron a personnellement dit à Vladimir Poutine, mais c'était pas ça dans le contrat. On devait vous payer en dollars, mais Poutine a dit, mais c'était pas non plus dans le contrat que vous m'excluiez du système bancaire international. C'était pas non plus dans le contrat que vous saisissiez, n'est-ce pas, ma réserve de 300 milliards de dollars américains. Mais c'est un vol, ça. Alors vous allez devoir me payer en rouble ou en yuan. Qui vend le rouble? Qui émet le rouble? C'est la Banque centrale russe. Donc, puisque vous allez devoir me payer en rouble, eh bien, le rouble, selon le principe de l'offre et de la demande, va retrouver sa valeur. Puisque vous allez devoir me payer en yuan, eh bien, j'aurai tout intérêt à maintenir mon rapprochement, n'est-ce pas, des Chinois. Les amis, les guerres sont toujours une affaire d'intérêt. Et là, les Européens découvrent que non, ça fait cabrit, pas ça fait mouton. Les intérêts des Américains ne sont pas nos intérêts à nous. Nous avons intérêt, nous les Européens, à lâcher du lousse, n'est-ce pas? Lâcher du lest aux Russes. Autrement, les Américains vont continuer à faire pression sur nous pour isoler les Russes, mais ça ne fera pas nos affaires. Mais en terminant, les amis, si les Européens commencent à réaliser à quel point leurs intérêts ne sont pas nécessairement toujours bien servis en s'alignant sur les intérêts des Américains, à combien plus forte raison ne devrions-nous pas réaliser que nos intérêts à nous comme peuples africains, nos intérêts à nous comme peuples noirs ne sont pas servis ou bien servis en embarquant dans le camp des Occidentaux? Au fait, je plaide pour qu'on se rapproche du bloc de Shanghai, pour qu'on fasse affaire autrement, pour qu'on fasse de la business autrement, parce que les Occidentaux ne nous ont jamais traités avec respect. Ils ont pillé nos ressources, ils ont déstabilisé nos pays. Fini maintenant les colonies, fini la néocolonisation. Rapprochons-nous des Russes et des Chinois, faisons des affaires autrement et plaidons surtout pour qu'en faisant affaire avec eux, il y ait un véritable transfert de compétences. Car ce qu'il faut, ce n'est pas tant de faire des affaires autrement avec des compagnies étrangères. Ce qu'il nous faut surtout, c'est qu'en faisant affaire avec des compagnies étrangères, il y ait un transfert de compétences et qu'un jour nos ressources à nous, nos ressources en tant qu'Haïtiens, nos ressources en tant qu'Africains soient gérées par nos ingénieurs à nous, que nos ressources soient exploitées par nos compagnies à nous, que nos ressources soient exploitées par nos entreprises à nous. Mais entre ce que je souhaite maintenant et la réalité, il va se passer un certain nombre d'années. Voilà pourquoi nous devons nous tourner vers le bloc de Shanghai et négocier que dans l'exploitation de nos ressources, non seulement nous ayons de plus grands avantages pour nos peuples, mais parmi les éléments que nous devons négocier, qu'il y a un véritable transfert de connaissances ou de compétences entre les compagnies russes et chinoises et notre jeunesse africaine, notre jeunesse d'afro-descendants qui a tellement soif de savoir. J'espère vous avoir été utile. Nos intérêts ne sont pas bien servis dans le camp des Occidentaux. Rapprochons-nous du bloc de Shanghai, faisons affaire autrement et exigeons surtout qu'il y ait un transfert de compétences et de connaissances entre les savants russes et chinois vers nos jeunes Africains et d'afro-descendants qui ont tellement soif de savoir, de manière à ce qu'un jour nos pays soient autonomes pour l'exploitation de nos ressources au profit de nos populations. Merci d'avoir été là. On garde le moral, car tant que va le moral, tout va.
Bonne semaine. Au revoir.